Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022. C'est une nouvelle semaine qui commence. Ce sera la première semaine du mois de février. Comme d'habitude, on aura droit à une nouvelle batterie de données américaines et donc une semaine qui se terminera par les chiffres sur l'emploi aux États-Unis et donc le rapport NFP vendredi à 14h30. Alors, la semaine dernière, les indices européens ont terminé dans le rouge, en baisse. Donc, le DAX, vendredi, a perdu 1,3%, le CAC 40 a perdu 0,8%, le FTSE a chuté de 1,1%, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes en Ukraine et des déclarations récentes très hawkish de la Réserve fédérale américaine. Concernant les données, les chiffres du PIB en France, en Espagne et en Suède ont surpris à la hausse. On notera tout de même que le DAX en hebdomadaire a chuté de 1,8%. C'est sa seconde baisse hebdomadaire consécutive. À Wall Street, on a réussi à effacer les baisses vendredi en fin de séance. On a terminé en nette hausse. Le Dow Jones a gagné 0,40% après avoir perdu plus de 300 points en début de séance. Le S&P 500 a bondi de 1% et le Nasdaq a bondi de 1,5%. Et on le voit d'ailleurs en données H4, on est pour certains, pour le Nasdaq, on intègre tout juste le nuage en données H4. Le Dow Jones pourrait en sortir. On a une grosse résistance ici, c'est notre SSB. Et le S&P 500 a déjà intégré le nuage. Il a aussi une grosse résistance, c'est la SSB. Les grosses résistances seront les SSB en données H4. On va parler du DAX lorsqu'on va s'intéresser aux indices boursiers. Donc concernant les données, l'inflation PCE aux États-Unis en glissement annuel a été légèrement supérieur aux estimations. Les coûts de l'emploi ont augmenté de 4% par rapport à l'année dernière. C'est la plus forte hausse en 20 ans d'historique de ces données, bien que la hausse trimestrielle de 1% ait été inférieure aux attentes. Sur le front des entreprises à présent, Apple a gagné 5% après avoir annoncé un chiffre d'affaires record et a déclaré s'attendre à ce que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement qui contribuent à l'inflation s'atténuent dans les mois à venir. On notera Raphaël Bostic de la Réserve fédérale américaine, c'est le président de l'antenne d'Atlanta. C'est un membre non votant de 2022, je le précise, a déclaré qu'une hausse de 50 points de base des taux ne peut être exclue si l'inflation reste élevée. On notera également une donnée dont on a pris connaissance pendant la nuit concernant la Chine, il me semble. Alors je ne le retrouve pas ici, je retrouve uniquement le Japon. Donc concernant la Chine, c'est le PMI de l'industrie manufacturière qui a chuté en janvier de 50,9 à 49,1. On s'attendait à 50,4. Donc on passe en territoire de contraction. On passe sous le seuil des 50 concernant le PMI de l'industrie manufacturière chinoise. Le billet vert continue de progresser avec un rendement du 10 ans américain qui reste élevé, aux alentours des 1,78%. On notera que lors des dernières semaines, le dollar était en consolidation, il s'était même déprécié par rapport à certaines devises émergentes. Mais le message de plus en plus fort de la Réserve fédérale américaine concernant la hausse des taux et les excellentes données sur le PIB ont fini par prendre le dessus. Et donc en conséquence, le métal jaune, l'or, a chuté à un moment donné de 1%. Il a testé les 1780 $ l'once. On est à l'heure actuelle à 1786. L'argent a chuté de 2,6% au niveau des 22,10. Mais il a réussi à effacer une partie de ses baisses. Le WTI a réduit quelque peu ses hausses. Vous voyez ici, on a complètement effacé une bougie verte. Et donc, il est à l'heure actuelle à 87,90. On gagne du terrain parce il y a 2 heures de cela, on était à 87,20. Donc, on va tenter peut-être d'aller marquer un nouveau sommet pluriannuel concernant le WTI. La première cible, bien entendu, ce sont les 88 $ le baril. On devrait y arriver assez rapidement. On notera le gaz naturel également, et ça on va en parler, on va le voir graphiquement, une très forte hausse de 14% vendredi. Alors il y a plusieurs choses pour le gaz naturel, il y a les tensions géopolitiques au niveau de l'Ukraine, mais il y a eu également une baisse des stocks aux États-Unis, on l'a appris l'année dernière selon le rapport de l'EIA, et une plus forte demande de combustible pour le chauffage et les centrales électriques, parce qu'il y a une puissante tempête hivernale qui s'apprête à frapper le nord-est des États-Unis.
et donc cela a créé une forte hausse. On en avait parlé, on avait émis cette hypothèse, parce qu'effectivement l'année dernière, souvenez-vous, il y avait eu une vague de froid aux États-Unis en février. Voilà, ça pourrait se concrétiser, le gaz naturel pourrait flamber, hein, tout simplement. Et donc nous avons cette donnée météorologique concernant cette tempête hivernale au nord-est des États-Unis qui fait office d'étincelle pour le gaz naturel, et ça lui permet de progresser de 14% en une séance vendredi. À voir si ça va se poursuivre. En tout cas, d'un point de vue technique, on a des objectifs, on va le voir. Et concernant l'Ukraine, le président américain Joe Biden a déclaré que les troupes américaines seront bientôt déplacées en Europe de l'Est. Voilà pour le résumé, le contexte de marché. Bien entendu, cette semaine sera également rythmée par les résultats d'entreprise. Alors, vous voyez le CAC 40, hein, on part à la hausse, on a encore un nuage auquel il faut s'attaquer, mais on a une certaine marge de manœuvre. Le DAX, lui, est face à des résistances journalières principalement, que l'on va voir également sur le graphique H4. On a la Kijun à 15 550 points et on a les 15 600 points. Ce sera la résistance ultime. Il faudra franchir cette résistance pour espérer une poursuite de la hausse pour le DAX. Ça, c'est les données journalières. Ici, en données H4, j'ai donc ajouté la Kijun journalière sur le graphique H4, donc également ici il me semble que c'est la Tenkan, hein, je vais quand même non, ce n'est pas la Tenkan, pardon, la SSB, voilà. Donc cette zone de résistance est très forte pour le DAX. Ce sera difficile à franchir. C'est une résistance journalière, même si on traverse le nuage. Vous voyez, et là la Greenspan a traversé des obstacles. Cette zone sera très difficile à franchir. Par contre, si on la franchit, on peut s'attendre à un retour à 15 760 points, aux alentours du retracement de Fibo à 61,8%. Donc, grosse zone de résistance pour le DAX. Le Nasdaq fait face à sa Tenkan. Le Nasdaq qui est en territoire de correction, je vous le rappelle, depuis un moment déjà, c'est-à-dire en baisse de plus de 10% depuis ses récents records. On a même atteint les moins 17, moins 18%. À moins 20%, on est en bear market, c'est-à-dire qu'on est en marché baissier. Là, nous sommes environ à moins 16%. Donc, un Nasdaq qui tente de retrouver des couleurs, mais vous voyez, en données H4, on a une grosse résistance, un nuage épais, et dans ce nuage, on arrive à avoir des résistances précises. Les 14 676, on a également les 14 835 points. Donc deux grosses résistances en vue à l'intérieur du nuage. Rien à faire pour le moment. On attend peut-être un échec de l'intégration du nuage pour envisager des baisses plus profondes. S&P 500, on fait face au retracement de Fibo à 61,8%. Grosse résistance. En données H4, on intègre tout doucement, on glisse à l'intérieur du nuage. Ici, on a également des grosses résistances et il faudra en sortir de ce nuage pour espérer une reprise haussière pour le S&P 500 à l'image du Nasdaq. Le Dow Jones, lui, est pratiquement sorti du nuage. Il est tout proche. Il fait face déjà à cette résistance qui est encore lointaine pour le S&P 500 et le Nasdaq. Et cette résistance ici pour le Dow Jones, ce sont les 34 700 points environ, 713 hein, pour être précis. C'est le niveau de la SSB ici en palier. Donc à présent, et d'ailleurs, hein, vous voyez ici, très intéressant de voir certaines valeurs technologiques. Tesla qui a perdu énormément de terrain, qui a alerté lors de la publication de ses résultats. Et on a également un Netflix qui n'arrive pas à récupérer, suite à la publication de ses résultats, qui n'arrive pas à récupérer de ce gap baissier de plus de 20%. Hein, pour Netflix. Donc voilà concernant et oui voilà pour Twitter ici on avait également un broadening pattern, un biseau d'élargissement et vous voyez le résultat hein, lorsqu'on a cassé la borne inférieure, Twitter qui est extrêmement bas, Twitter qui ne se remet pas hein, du départ de Jacques Dorsey également et d'autres facteurs que l'on pourra énumérer prochainement en passant plus tarder sur le compartiment des crypto-monnaies qui n'arrivent pas à retrouver des couleurs. Certains veulent y croire à un moment donné, mais bon, quoique en données hebdo, on arrive à intégrer le nuage. On pourrait en sortir, car on perd du terrain. On va chercher les 37 000 $ pour Bitcoin. Vous voyez ici certaines faiblesses en ce début de semaine concernant le Bitcoin, mais on y verra beaucoup plus clair en données H4. On n'arrive pas à sortir du nuage. On avait cette grosse résistance, cette SSB, qui n'a pas permis la sortie du nuage par le haut. Même si on en était sorti, il aurait fallu casser la borne supérieure de ce canal baissier. Un canal baissier
les cours du Bitcoin jouent avec ce canal baissier. Un coup, ils l'intègrent, un coup, ils en sortent. Ici, on avait un bull trap. On repart l'intégrer à nouveau. On en sort par le bas et on le réintègre. On est dans le nuage à l'heure actuelle. Et donc, ce qu'on va attendre, c'est la sortie du nuage d'un côté ou de l'autre. Si on en sort par le haut, bien entendu, il y a la borne supérieure à aller chercher. Si on en sort par le bas, il faudrait casser la borne inférieure. Et si on la casse, dans ce cas-là, ça pourrait devenir assez intéressant parce qu'on pourrait aller chercher les 33 500 $ environ, 33 350 $, pardon. Et si on casse ces 33 350 $, c'est direction le seuil psychologique à 30 000 $. L'Ether, vous voyez en données journalières, on tentative de rebond, on efface une partie de ce rebond, 2518 $ en données journalières, c'est assez net. Ici, on pourrait sortir par le bas du nuage et dans ce cas-là, cela nous permettrait d'aller chercher le niveau des 2360 environ, dernier rempart avant les 2150 $. Le récent creux pour l'Ether, donc un marché des crypto-monnaies qui montre toujours une certaine faiblesse. Hein. Il en va de même pour, par exemple, Cardano ici, qui avait tenté une impulsion haussière après des nouvelles encourageantes, mais malheureusement cet élan ne s'est pas poursuivi. On a DOT également qui est sur un support important qui pourrait le casser, aller chercher les 13 511 qui permettrait de finaliser cette projection de Soda V. Et donc Binance également qui fait face à son nuage. Donc toutes les crypto-monnaies sont en grand danger. On est bien loin de retrouver une tendance haussière pour le moment. Concernant le compartiment des matières premières, on l'a dit, les métaux précieux se sont fortement repliés. Voyez le gold, après ce test de l'oblique baissière qui relie les récents sommets, on repart à la baisse, on ressort du nuage par le bas. Et ici, en données journalières, on sort également du nuage. Et vous voyez, ma lagging span, la voici, hein, je vais la mettre un peu plus épaisse, ce sera plus visible. J'ai des petites lenteurs sur la plateforme ce matin. Voilà, donc ma lagging span, donc Chikou span. La voici, il lui reste un dernier obstacle. Ce dernier obstacle, c'est la Tenkan. Et si elle le franchit, c'est direction les 1765 $ l'once. En données H4, on est allé chercher ce retracement de Fibo à 23,6%. Vous voyez ces mèches inférieures, il y a eu des acheteurs à ce niveau-là, mais la Tenkan a fait office de résistance. Donc, le gold pourrait ne pas retrouver des couleurs pour le moment. Hein. Donc le silver également, le silver qui est sorti par le bas de son nuage. Et c'est la même chose en journalier. On a un signal d'Ishimoku de vente. On attend la validation par la lagging span qui est un dernier obstacle. C'est la Tenkan. Le pétrole. Donc le pétrole, hein, assez volatile dernièrement. On en a parlé en début. Hein. Il faut se hisser au-dessus des 88 $ pour aller marquer de nouveaux sommets pluriannuels. Pour le moment, vous voyez ces mèches supérieures. On a beaucoup d'hésitation hein, sur cette zone-là. On ne sait pas, personne n'arrive à prendre la main, ni les acheteurs, ni les vendeurs. Hein. On atteste les mèches supérieures qui attestent donc de vendeurs qui tentent de reprendre la main et les mèches inférieures des acheteurs qui tentent de prendre la main. Au final, match nul. Est-ce que les acheteurs vont prendre la main aujourd'hui, se hisser au-dessus de 88 $ et peut-être aller marquer de nouveaux sommets pluriannuels? À voir, en tout cas, les fondamentaux plaident en faveur d'une poursuite haussière et on a un objectif de très long terme. Ce sont les 100 $ le baril qui pourraient être atteints, qui seront très certainement atteints hein, en 2022. Faut se dire que concernant les politiques climatiques, on a pris énormément de retard à ce niveau-là et donc le pétrole gardera son statut pendant très longtemps. La demande de pétrole se maintiendra encore pendant les décennies à venir. Ce n'est pas la fin du pétrole. Certains proclamaient la fin du pétrole pour cette décennie 2020-2030. On en est bien loin. La demande restera très forte pour le pétrole. La transition énergétique patine en atteste. Hein, la crise énergétique en Europe à l'heure actuelle, on est obligé d'avoir recours aux énergies fossiles. On n'arrive pas à appliquer les engagements hein, qui ont été prévus lors d'accords comme la COP26 par exemple. Gaz naturel. Vous voyez cette hausse et voilà, on sort du nuage par le haut aujourd'hui, c'est fait. On a eu une hausse de plus de 14% vendredi après ces prévisions météorologiques. Non, ce n'était pas 14%, autant pour moi, c'était 12%. Voilà, on sort du nuage par le haut. On a un objectif à 6,240. C'est peut-être le début de quelque chose pour le gaz naturel. Tous les voyants sont dans le vert d'un point de vue fondamental. Le technique est en train de le confirmer à l'heure actuelle. On peut en déceler d'un point de vue technique 3 objectifs
On pourrait atteindre les 8,970 s'il y avait une invasion de l'Ukraine par la Russie et si éventuellement les conditions météorologiques continuaient à être favorables d'un point de vue fondamental pour le gaz naturel. Donc c'est peut-être le début d'un rallye haussier pour le gaz naturel. On en parle depuis assez longtemps, ça commence à se matérialiser. Après effectivement, si on trouve un compromis avec la Russie, là ça devrait calmer quelque peu les choses, mais il y a quand même ces facteurs fondamentaux météorologiques qui sont très importants pour le gaz naturel. La météo joue énormément pour beaucoup de matières premières. C'est le cas pour le gaz naturel, c'est le cas également pour les matières premières agricoles. Par exemple pour le café, on fait attention à la météo au Brésil, l'un des plus grands producteurs d'Arabica, mais également la météo au Vietnam, très grand producteur de Robusta. C'est la même chose pour le blé. La météo est très importante. Et d'ailleurs, on a parlé du blé lors de la vidéo dédiée à l'Ukraine. Parce qu'effectivement, on pourra avoir une pression haussière sur le blé s'il y a conflit. Parce que l'Ukraine est un important exportateur de blé, pardon, un important producteur. Et donc, on pourrait s'imaginer des champs de blé détruits et une baisse de l'offre. Donc, j'ai abordé tous les aspects concernant un éventuel conflit en Ukraine, toutes les conséquences sur les matières premières. J'ai même parlé du palladium. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert très fort qui a envoyé au tapis l'euro-dollar, qui a envoyé au tapis le GBP-USD, un GBP-USD qui pourrait tout de même rebondir. Alors est-ce qu'on va atteindre la parité entre l'euro et le dollar? C'est très peu probable, mais en tout cas, vous voyez, l'euro-dollar, le billet vert reprend sa place de roi et se hisse au-dessus du seuil psychologique des 97. Vous voyez en données H4 cette hausse considérable. On attendait la cassure de cette résistance la semaine dernière, on en parlait il y a pas plus d'une semaine. Ça a été fait, on est allé marquer un nouveau sommet ici pour le billet vert. Et cela entraîne l'euro-dollar à la baisse, un euro-dollar qui est allé chercher les 1,1120 environ, qui tente de se reprendre aujourd'hui face au léger repli du billet vert. D'ailleurs, on avait eu aussi un signal Ishimoku, on en avait parlé, on atteste ici ces petits traits noirs, on disait que si ça sort par le bas du nuage, si les cours sortent par le bas du nuage et qu'il y a une validation de la lagging span, on va marquer un creux. Ça a été fait, on a marqué un creux, et donc on pourrait se replier davantage, on pourrait aller chercher les indices. Pour le moment, l'heure est à la reprise et le repli pourrait se poursuivre par la suite. GBP-USD, on a marqué un creux encore plus conséquent, mais si on arrive à se reprendre pour le GBP-USD, cela permet d'éloigner l'objectif et d'aller marquer un nouveau sommet. On est au-dessus de ce double top pour l'objectif, la projection de Soda E, on est à 1,4318. Donc autant vous dire que s'il y a reprise du câble, reprise du GBP-USD, on va suivre avec attention. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent début de semaine. Une semaine qui sera chargée en résultats d'entreprise, chargée également en données américaines. On verra ça plus dans le détail au fur et à mesure, mais vous voyez concrètement cette semaine, si vous voulez avoir un rapide coup d'œil sur le calendrier économique, gardez également ce qui a un impact fort et vous verrez qu'il y a énormément de données cette semaine. On a les données demain PMI aux États-Unis, on a des banques centrales aussi au menu, la Banque d'Angleterre, la BOE jeudi, on aura aussi l'indice ISM non manufacturier aux États-Unis ce même jour, jeudi et vendredi, on aura les données sur l'emploi américain et l'emploi canadien comme chaque premier vendredi du mois, sans parler des publications de résultats d'entreprise qui devraient se poursuivre. Alors comme d'habitude, concernant les résultats d'entreprise, les analystes ont visé bas, donc on bat les estimations des analystes, mais il y a quand même quelques signaux d'alerte. En atteste la baisse de Netflix, en atteste la baisse de Tesla. Certains s'en sortent très bien, je pense à Microsoft. Le cloud, d'une manière générale, concernant les grosses valeurs technologiques, a permis de redresser la barre. Microsoft qui dégage plus concernant le cloud que la vente de matériel à présent. Donc voilà pour ce Good Morning Market. Rendez-vous demain pour la suite. Très bonne journée et très bon début de semaine. Au revoir.